Le 1er juillet 2024, j'ai lu cet article du journal portugais Expresso, intitulé Un cheval de Troie chinois. Dans cet article, l'auteur souligne comment la Hongrie a longtemps servi la cause chinoise et les intérêts de Pékin au sein de l'UE, en expliquant que la prise de la présidence tournante de l'Union européenne par la Hongrie au second semestre 2024 pourrait présenter de nouveaux défis dans ce domaine, surtout alors que l'Europe et la Chine se livrent une sorte de guerre commerciale. C'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Depuis que j'ai vu il y a un certain temps cette histoire incroyable sur la distribution de brochures chinoises en Hongrie et sur le fait que les rues de Budapest pourraient également accueillir des forces de police chinoises. Afin de franchir cette étape vers ce que je considère comme un journalisme un peu plus d'investigation, je me suis associé à The European Correspondent, une plateforme journalistique qui nous propose des reportages directs de leurs journalistes sur le terrain. Puisque cette vidéo se concentre sur l'influence chinoise en Europe en utilisant la Hongrie et la Serbie comme étude de cas, j'ai pensé qu'il serait parfait de faire appel à leurs spécialistes hongrois et européens pour mieux comprendre la réalité sur le terrain. Mais avant d'en arriver là, apprenons un peu le contexte historique qui a mené l'Europe et la Chine à ce moment. Vers le milieu ou la fin du XIXe siècle, la Chine ressemblait à peu près à ceci. C'était encore l'époque de la Chine impériale des Qing, et environ 45 concessions étrangères avaient été accordées aux grandes puissances de l'époque. Parmi elles figuraient le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Portugal, la Belgique, l'Autriche, la Hongrie, ainsi que quelques concessions internationales. Toutes ces puissances s'y étaient réunies. Des délégations de nombreuses autres nations européennes, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède ou l'Espagne. Le quartier des légations de Pékin en était un parfait exemple, situé au cœur même de la ville, et couvrant environ 3 acres, comprenant 11 ambassades étrangères. L'ensemble du quartier des légations était considéré comme un territoire souverain étranger, et était même interdit aux citoyens chinois. Des concessions territoriales complètes pouvaient également être trouvées à Hong Kong, Macao, Tianjin, Port Arthur, Amoy, Anguilla, parmi beaucoup d'autres, parfois partagées. Il s'agissait de territoires situés à l'intérieur de la Chine, mais gouvernés et occupés par des puissances étrangères, qui à travers ces enclaves, exerçaient leur influence à l'intérieur du pays. Dans ces concessions, les citoyens de chaque puissance étrangère avaient le droit d'habiter librement, de commercer, d'effectuer des missions religieuses et de voyager. À l'exception de Macao qui a été établi plus tôt. Tout a commencé avec les ports ouverts par les traités que la Chine a été forcée d'ouvrir à l'Occident après sa défaite lors de la première guerre de l'opium, créant du commerce et du profit, sans parler des opportunités politiques et d'influence pour les grandes puissances étrangères. Mais ensuite, tout a changé. Lorsque la dynastie Qing s'est effondrée et que la Chine est devenue une république, les concessions ont continué. Mais après la révolution communiste, ce n'était plus le cas. Le monde a également changé, et les puissances européennes, affaiblies par les guerres mondiales et adeptes de vues plus progressistes, ont commencé le processus de décolonisation. Macao et Hong Kong ont été les dernières colonies européennes en Chine à être restituées à la République populaire de Chine, et avec elles, s'est achevé plus d'un siècle de présence et d'influence étrangère en Chine. Et ce n'est pas tout, la situation s'est rapidement inversée. Après des débuts difficiles, le géant endormi chinois s'est réveillé, et la Chine est rapidement devenue l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, devenant bientôt l'une des plus grandes tout court. Tout d'abord, ils ont proposé une production à bas coût, poussant la majeure partie du monde occidental à se désindustrialiser partiellement et à y déplacer leurs usines, ce qui leur a sans doute donné dès le départ un certain degré d'influence sur l'économie mondiale. Et ensuite, ils ont commencé à agir de leur propre chef, non pas en établissant des colonies ou en acquérant des concessions, mais plutôt en achetant de l'influence partout dans le monde grâce à leurs propres projets économiques. Vous pouvez trouver divers exemples en Afrique, en Amérique du Sud et même en Europe. Le terme diplomatie des infrastructures a commencé à être utilisé, car la Chine intervenait très souvent dans des pays en détresse économique et proposait de leur construire des routes, des ponts, des ports et toutes sortes d'infrastructures. En échange, soit une dette financière directe envers la Chine, soit l'ouverture à l'influence chinoise. Maintenant, l'influence chinoise n'est pas forcément une mauvaise chose. Penser que l'influence orientale est toujours mauvaise peut refléter une vision occidentale.
alors que nous cherchons à exercer notre influence ailleurs et n'y voyons aucun problème, tout comme pour l'influence américaine en Europe. Mais si cela vient d'ailleurs, c'est soudain jugé mauvais. Je pense qu'il y a une certaine logique dans cette idée, car l'influence américaine a souvent été alignée sur les intérêts européens, ou les a peut-être façonnés ainsi, alors que les intérêts chinois sont actuellement en conflit avec ceux de l'Europe, et donc leur influence devient un point négatif. Et la réalité, c'est que nous avons vu quelques exemples de la façon dont cette influence peut effectivement être négative. Par exemple, en 2018, le journal français Le Monde Afrique a publié un article alléguant que le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, était espionné par le gouvernement chinois, qui avait aidé à construire le bâtiment. Le prix du financement des infrastructures ici aurait été l'espionnage. La Chine a nié cela, et l'Union africaine elle-même aussi, peut-être en raison de l'embarras causé par une erreur aussi grave. Ils ont aussi indiqué que de nombreux problèmes du bâtiment restaient à résoudre avec les Chinois. En Asie, l'influence chinoise est la plus évidente, et les effets de l'initiative, la ceinture et la route, également connus sous le nom de nouvelle route de la soie, sont les plus visibles. Ce projet est une stratégie mondiale de développement des infrastructures, adoptée par le gouvernement chinois en 2013 pour investir dans plus de 150 pays. Par des routes, chemins de fer, projets énergétiques, infrastructures numériques et ports. La construction d'un port gigantesque au Sri Lanka en est un exemple, tout comme le pont Padma au Bangladesh, étendant essentiellement la portée de l'influence économique de la Chine, et, par association, son influence politique également. Et certaines cartes nous montrent même quels pays sont membres du projet, avec un grand nombre de pays européens qui en font partie. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, une région sous l'influence presque exclusive des États-Unis depuis l'époque de la doctrine Monroe, l'influence chinoise ne cesse de croître. La Chine est devenue le principal partenaire commercial de l'Amérique du Sud et a commencé à intervenir dans des projets d'infrastructures et d'énergie avec d'importants investissements directs. Avec eux vient le renforcement des liens militaires avec plusieurs pays de la région, comme le Venezuela, ainsi que d'autres conditions associées. Cet article du CFR le formule bien. Alors que les prêts chinois sont souvent assortis de moins de conditions, la dépendance à leur égard peut pousser des pays économiquement instables dans ce que les critiques appellent des pièges de la dette, pouvant mener au défaut de paiement. En effet, plusieurs pays d'Amérique latine cherchent à renégocier les conditions de leur dette. Le contrôle croissant de la Chine sur des infrastructures critiques telles que les ports et les réseaux énergétiques pose également des risques pour la sécurité nationale. Le coût du financement des infrastructures ici serait la dépendance économique et la perte de contrôle sur des infrastructures clés. Et même en Europe, le berceau de ceux qui exerçaient autrefois une influence directe sur la Chine elle-même, cela commence à se produire. Au Monténégro, la Chine a financé la construction d'une autoroute grâce à un système de prêts. Peu après, les intérêts de ce prêt ont plongé le pays dans la dette et failli provoquer un effondrement économique, menaçant même, selon certains, sa candidature à l'Union européenne. Le coût du financement des infrastructures a été une dépendance financière directe. C'était certainement un problème, et ça l'est toujours. C'était un gros prêt et tout le processus de mise en place des arrangements financiers pour l'autoroute ou la voie rapide, selon comment vous voulez l'appeler, a été assurément controversé. Au Portugal, le gouvernement libéral de 2011 a décidé de privatiser la Compagnie nationale d'énergie du pays. Sauf que ce n'était pas une vraie privatisation, car l'acheteur était Three Gorges, une entreprise chinoise contrôlée par l'État, qui s'est soudainement retrouvée avec la plus grande part dans l'énergie portugaise. Le prix à payer a été de confier une partie de l'infrastructure énergétique nationale à la Chine. Et que ce soit par l'espionnage, la dette, des pactes militaires ou le contrôle d'infrastructures clés, l'influence chinoise ne cesse de croître dans chacun de ces pays ou continents. L'exemple du Portugal peut être appliqué à de nombreux pays du continent où la Chine ou des entreprises contrôlées par le gouvernement chinois ont acheté des parts dans des entreprises européennes clés. Dans le meilleur des cas, leurs motivations sont le profit financier et la diversification des investissements de leur pays. Le pire, c'est qu'ils achètent leur entrée dans chaque pays et cherchent à accroître leur influence à travers ces investissements. Cet article de Bloomberg, intitulé « Comment la Chine achète son entrée en Europe », le montre clairement. Il indique qu'entre 2008 et 2018, la Chine a acheté ou investi dans des actifs pour un montant d'au moins 318 milliards de dollars, et cela remonte à 6 ans. Alors imaginez à quel point ce chiffre a augmenté depuis.
Leur carte nous montre où l'investissement est principalement concentré. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les Pays-Bas. D'autres cartes montrent des investissements individuels partiellement ou totalement contrôlés par la Chine, qu'il s'agisse de ports, d'aéroports, d'entreprises d'électricité ou de clubs de football, ces derniers favorisant aussi une influence culturelle. C'est une équivalence simple. Les investissements mènent à des pièges de la dette ou au contrôle d'infrastructures clés, favorisant la croissance de l'influence. Ce que la Chine cherche à faire avec cette influence reste cependant flou. Se prépare-t-il à un conflit mondial où les pays pourraient être dissuadés de s'allier contre eux, ou affaiblis s'ils choisissent de le faire? Ou bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, cherchent-ils simplement à diversifier leurs investissements pour en tirer un profit financier? Ou cherchent-ils simplement à s'assurer que leurs intérêts sont préservés, et que le monde ne change pas d'une manière qui ne leur serait pas bénéfique? Les trois options sont possibles, mais la dernière paraît la plus probable. Surtout en Europe, le marché européen est gigantesque. Et l'accès de la Chine et des produits chinois à ce marché est très important pour son économie. Après tout, la majorité des pays européens ont un solde commercial négatif avec la Chine. Le pouvoir réglementaire des institutions de l'UE peut également être perçu comme une menace pour les intérêts chinois. Prenons 3 exemples précis. Récemment, l'UE a travaillé sur le règlement sur les services numériques, qui renforcerait la régulation de certaines boutiques en ligne, comme Temu et Shein, toutes deux détenues par des Chinois. Cela aurait un impact sur leur potentiel de vente et nuirait aux intérêts chinois. De la même manière, la réglementation de l'UE sur les conditions, les matériaux ou même les pratiques de fabrication des produits entrant sur leur marché a également un impact sur les méthodes et les processus de production des usines chinoises. L'Europe est un marché si important que ces nouvelles règles forcent les industries chinoises à s'adapter, rendant la production plus coûteuse et moins compétitive, ce qui nuit aussi aux intérêts chinois. A l'inverse, certaines réglementations de l'UE pourraient aussi avantager les intérêts chinois, comme la volonté de supprimer les droits de douane sur les véhicules électriques, rendant leur propre marque plus compétitive en termes de prix. Acheter leur entrée en Europe via des investissements peut leur donner une influence freinant ces processus. La stratégie est facile à imaginer. Vous achetez une entreprise européenne, vous la financez suffisamment pour que ses lobbyistes se rendent à Bruxelles, et vous faites pression sur les régulateurs afin qu'ils poursuivent ou non certains objectifs qui sont bénéfiques à la Chine. Et si cela échoue, ils disposent toujours de la diplomatie ou de contacts directs avec l'État. Le président chinois vient en Hongrie et annonce qu'il va investir dans l'infrastructure hongroise pour les véhicules électriques. La Commission européenne annonce l'imposition de droits de douane sur les véhicules électriques, mais la Hongrie s'y oppose. C'est assez clair ce qui s'est passé. Leur influence croissante et leur amitié avec certains États membres peuvent aussi aider à cela. Prenez l'exemple du Conseil européen, l'institution de l'UE, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement de chaque pays membre et définit ses grandes orientations politiques. Certaines décisions du Conseil de l'UE doivent être approuvées à l'unanimité. Il suffit que la Chine achète de l'influence auprès d'un seul membre pour empêcher l'UE d'agir contre elle de certaines façons. Il y a eu par le passé des cas où l'influence chinoise, ou cette relation très amicale entre ces deux pays, a eu un impact sur l'élaboration des politiques ou la cohésion de l'Union européenne. Et les manifestations à Hong Kong en sont un exemple. En 2021, des manifestants à Hong Kong protestaient contre l'influence croissante de la Chine et la répression de la démocratie. L'Union européenne voulait envoyer un signal unifié à la Chine et leur faire savoir que ce n'était pas acceptable. La Hongrie, grâce à son droit de veto au Conseil européen, a bloqué cette déclaration de l'Union européenne. Si ces déclarations politiques visent négativement la Chine ou la Russie, la Hongrie y opposera son veto. Tout cela me porte à croire que les pays européens n'invitent pas nécessairement la Chine. C'est la Chine elle-même qui tend la main. Et certains pays européens manquent tout simplement de bon jugement, ou se trouvent dans des situations suffisamment désespérées pour ne pas pouvoir refuser positivement les efforts de la Chine. Alors, approfondissons un peu ce sous-thème et examinons un exemple précis où cela pourrait se produire. La Hongrie. La Hongrie fut le premier pays de l'UE à rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route, en 2015. La liste des projets financés par la Chine en Hongrie est longue, et le correspondant européen Eric Boros, originaire de Hongrie, a aidé à les énumérer. Dans sa longue liste, on trouve des exemples comme la ligne ferroviaire Budapest-Belgrade et la déclassification de ces documents à la demande de Pékin. Un projet, mais finalement annulé. L'université Fudan à Budapest a été abandonnée en raison de la forte opposition du maire de Budapest et de la population locale.
L'implantation d'usines chinoises de voitures électriques et de batteries dans les grandes villes régionales. Le fait que le parti au pouvoir, Fidesz, ait tendu la main aux citoyens chinois de Budapest dans le cadre de la campagne électorale municipale. Officiellement, il s'agissait d'informer sur les élections et en pratique d'inciter à voter pour leurs candidats. Et le plus fou dans tout ça, c'est la coopération avec les forces de police chinoises, qui inclut la possibilité de patrouilles conjointes hongro-chinoises dans les lieux touristiques de Budapest. Ce sur quoi la police hongroise et la police chinoise se sont mises d'accord, c'est qu'il y aura davantage de coopération à l'avenir, ce qui implique que des policiers chinois patrouilleront avec des policiers hongrois dans certaines zones touristiques. En Hongrie, surtout à Budapest, de nombreux Chinois vivent ici. Bien que la Serbie ne soit pas membre de l'UE, une situation similaire se produit là-bas. Le premier exemple sur la liste hongroise transforme le lien entre les deux pays en une véritable connexion physique et infrastructurelle rendue possible par la Chine. La Hongrie et la Serbie ont joué un rôle clé dans l'initiative chinoise, la ceinture et la route, la Chine finançant la ligne ferroviaire Budapest-Belgrade. En mai 2024, le président chinois Xi a visité la Hongrie et la Serbie dans le cadre de son voyage en Europe et a annoncé de nouveaux investissements, notamment autour de ses infrastructures de véhicules électriques. De nombreux projets d'infrastructures en Serbie ont été financés en partie ou en totalité par la Chine. Le journaliste Marko Milicic du Monténégro a aussi contribué à les répertorier, comme le pont Zemun-Borka, également connu sous le nom de pont de la fraternité et de l'unité, achevé en 2014. Avec le financement des banques chinoises, ou une aciérie à Smederevo acquise par la société chinoise Steel Group en 2016, suivi d'investissements importants pour moderniser et étendre leurs opérations. La Chine a également participé à divers grands projets de construction d'autoroutes en Serbie, y compris des sections de l'autoroute E-Sept 163 qui relie Belgrade au Monténégro, ou la centrale électrique de Kostolac, où des entreprises chinoises ont participé à l'expansion et à la modernisation de la production d'électricité thermique. Cependant, cette influence, bien vue par la classe dirigeante, peut susciter des doutes ou de la résistance dans la population. Étrangement, même ceux qui élisent ces mêmes politiciens, bien que cela semble être davantage le cas en Hongrie qu'en Serbie. Le journaliste spécialisé dans les affaires européennes, Tibor Kaus, a même déclaré qu'il est crucial de ne pas exagérer l'influence chinoise en Hongrie, compte tenu du manque de soutien populaire généralisé et de l'incertitude concernant la contribution réelle de la Chine à l'économie nationale hongroise et à la perception mondiale du pays. Certains sondages montrent que 44% des Hongrois ont une opinion positive de la Chine, un chiffre important, même s'il n'est pas majoritaire. Il y a deux aspects différents qu'il faut examiner. Premièrement, comment la Chine est-elle perçue en Hongrie en tant que pays? Et la bonne nouvelle, je pourrais dire, c'est que la société hongroise n'est pas particulièrement pro-Chine ou quoi que ce soit. La société hongroise ne soutient pas vraiment la Chine plus que d'autres pays occidentaux ou que l'Union européenne elle-même. Elle reste assez réticente envers la Chine comme pays et nation. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi,
commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. La majorité sont des partisans du gouvernement Orban. Eh bien, en ce qui concerne le soutien à Fidesz et le soutien à la Chine, il y a clairement un chevauchement entre les partisans de Fidesz. Parmi ceux qui ont une opinion positive de la Chine, le chevauchement est bien plus marqué que chez les partisans de l'opposition qui voient aussi la Chine positivement. Ce gouvernement hongrois, très proche de la Chine, permet à celle-ci d'influencer directement le rôle du pays dans l'Union européenne. En tant que membre, la Hongrie a constamment bloqué et opposé son veto aux déclarations et actions de l'UE visant à montrer de la fermeté envers la Chine. Tibor Kaus les résume bien. En 2021, la Hongrie a empêché une déclaration de l'UE sur la répression de la démocratie à Hong Kong par la Chine. En 2019, l'UE a créé un cadre pour évaluer les risques sécuritaires liés aux investissements étrangers, surtout face aux inquiétudes sur les investissements chinois dans des secteurs stratégiques. Ce résultat a été atténué par l'insistance de la Hongrie pour des mesures moins strictes, reflétant sa position favorable à l'égard de l'implication économique chinoise. La Hongrie a soutenu l'implication d'entreprises chinoises comme Huawei dans le développement de son infrastructure de réseau 5G, malgré les préoccupations de sécurité soulevées par d'autres membres de l'UE et les recommandations officielles en faveur de contrôles plus stricts. La Hongrie s'oppose au projet de la Commission européenne d'instaurer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois importés, bien qu'elle ne puisse pas, à elle seule, annuler ces droits de douane. En résumé, l'influence chinoise perturbe la capacité de l'UE à adopter une position unifiée sur les questions de droits de l'homme, impliquant la Chine et ses alliés, affaiblissant ainsi la politique étrangère collective et l'autonomie stratégique de l'UE, comme on l'a vu avec les sanctions contre la Russie. Bien que l'impact de la Chine sur les politiques économiques soit notable, il est moins significatif puisque l'unanimité n'est pas requise pour ces décisions. La Hongrie est également l'un des défenseurs les plus fermes du processus d'adhésion de la Serbie à l'UE, en raison de leur proximité régionale, mais aussi politique et idéologique. La proximité de la Serbie avec la Chine a ralenti ce processus. Et si cela devait arriver, leur adhésion pourrait encore plus entraver le fonctionnement de l'UE, la Chine ayant non pas un, mais 2 chevaux de Troie au sein de l'organisation. La Serbie prend également une direction illibérale. Il serait donc très avantageux pour Orban d'avoir un pays comme la Serbie faisant partie de l'Union européenne, car cela renforcerait sa cause. En Serbie, le soutien à la Chine grandit aussi. Des sondages récents montrant qu'une majorité voit positivement les méthodes du gouvernement chinois. Bien sûr, il faut préciser que le problème vient des gouvernements actuels, pas des pays ni de leur population. S'ils changent, ces problèmes pourraient disparaître. Mais alors qu'en Hongrie, l'opposition au rapprochement avec la Chine laisse la porte ouverte à un revirement de politique en cas de changement électoral, on ne peut pas en dire autant de la Serbie. Le journaliste de European Correspondent Marko Milicic souligne que la Serbie est une autocratie, même si les gens ont peur d'utiliser ce mot. Et la possibilité que l'opposition accède au pouvoir est extrêmement faible, voire inexistante. La position favorable de la Hongrie envers la Chine est principalement due au style de gouvernement autoritaire et anti-UE de Viktor Orban, plutôt qu'à une ouverture publique et économique généralisée envers la Chine. Je pense qu'on peut en dire autant de la Serbie. Ces deux pays sont aussi très proches de la Russie, alliés de la Chine. Cette proximité peut s'expliquer par une sphère d'influence slave d'avant la Première Guerre mondiale, que la Russie a depuis tenté d'établir dans les Balkans, même si cela correspond surtout à la Serbie, et beaucoup moins à la Hongrie. Quoi qu'il en soit, les deux pays, que ce soit en raison d'une proximité culturelle ou politique voire idéologique, semblent vouloir avoir un pied en Occident et un pied en Orient. Et cela semble vraiment être la seule raison. Ni la Serbie ni la Hongrie ne sont particulièrement des pays pauvres. Ils ne sont pas riches, mais leur situation n'est pas critique au point de se vendre à n'importe qui prêt à aider. Jusqu'à présent, cette coopération économique avec la Chine a constitué un levier politique important pour le gouvernement. En Serbie, sur presque toutes les grandes chaînes, on voit toujours le président à la télévision déclarer « J'ai inauguré l'usine ». Et toutes ces usines qu'il aurait soi-disant inaugurées sont en fait des usines chinoises. Le journaliste hongrois Erik Boros note que la coopération entre Budapest et Pékin s'est intensifiée après la pandémie, tandis que les relations entre l'UE, la Chine et la Hongrie se sont dégradées. La Chine souhaite maintenir sa présence et s'étendre davantage sur le marché de l'UE, tandis que la Hongrie a besoin d'argent et d'investissement pour maintenir son économie à flot, surtout que les fonds européens n'arrivent pas dans le pays, souvent à cause de sanctions pour non-respect des règles de l'UE.
Leur amitié avec la Chine vient surtout de deux raisons. Premièrement, l'opportunisme politique. Profiter de leur appartenance à l'UE et de leur amitié avec ceux opposés à ses valeurs, en tirant parti de leur position en son sein. Et deuxièmement, la proximité idéologique. Bien qu'ils fassent partie de l'UE, qui défend un ensemble de valeurs, la classe dirigeante de ces pays n'est pas d'accord avec celle-ci, et choisit donc de tendre la main à d'autres puissances qui s'y opposent également. Je veux dire, Tout se résume à cela. Que font les autocrates? Ils cherchent des alliés, souvent d'autres autocrates, donc des pays comme la Chine ou la Russie. le journaliste Marko Militic confirme qu'il y a clairement une volonté de jouer sur les deux tableaux. Vous savez, la Serbie joue sur plusieurs tableaux en matière de politique étrangère depuis des années, mais l'histoire montre que cela s'arrêtera à un certain moment. Vous savez, à un certain moment, il faut vraiment choisir son camp, surtout dans un monde comme celui-ci. Dans le cas de la Hongrie, un facteur moindre pourrait également être pris en compte, à savoir le concept d'ouverture vers l'Est présenté par le gouvernement, qui vise à établir des liens politiques et économiques plus forts avec l'Asie. Le passé magyar de la Hongrie a conduit certains très petits groupes d'extrême droite à élaborer un concept appelé le turanisme, qui visait à renforcer les liens de la Hongrie avec ses partenaires issus de l'héritage turc. Bien que la Chine ne soit pas turque, ces deux concepts restent dangereusement proches concernant l'orientation de leur politique étrangère. Quel est donc le résultat final ? Nous avons déjà compris le danger pour l'Europe, surtout pour l'Union européenne. L'influence extérieure d'une autre puissance mondiale s'exerce à travers des liens étroits avec certains membres de l'UE, qui mènent essentiellement des actions de lobbying selon les intérêts chinois. Ces influences extérieures et ingérences internes réduisent l'efficacité de la politique étrangère et peuvent freiner la politique économique de l'UE. Pour y remédier, outre l'élection de nouveaux gouvernements par les citoyens, l'UE pourrait adopter certaines mesures pour renforcer son fonctionnement et réduire sa vulnérabilité à ces tactiques. Tibor nous a aidés à les lister. Premièrement, élaborer une vision nouvelle et actualisée pour leur politique étrangère. Ensuite, définir des objectifs et des principes clairs concernant spécifiquement sa relation avec la Chine. Peut-être créer une institution dédiée à la Chine pour fournir une expertise. Ensuite, renforcer le rôle du Parlement européen, afin que le pouvoir passe des États membres aux représentants élus, et affaiblisse ainsi l'influence injuste de certains États membres pris individuellement. Et enfin, envisager d'abolir la règle de l'unanimité pour certaines décisions du Conseil de l'UE, ce qui permettrait de supprimer, ou du moins d'affaiblir considérablement, l'influence chinoise au sein de l'institution. Dans les pays sous influence chinoise, des menaces spécifiques apparaissent, dont la population devrait être consciente. Bien que ces accords puissent augmenter les investissements directs étrangers en Hongrie, créer davantage d'emplois et stimuler l'économie, ainsi que développer les infrastructures, ils s'accompagnent de nombreux défis. Depuis 2009, lorsque l'un des premiers accords a été conclu avec la Chine, la tendance est à la hausse. Donc, chaque année, les investissements chinois, les entreprises chinoises et les exportations se sont intensifiés. Et aussi, ce que nous pouvons constater, c'est que l'opinion publique en Serbie envers la Chine devient de plus en plus positive chaque année. Eric, en tant que Hongrois, en mentionne quelques-uns, comme l'isolement accru vis-à-vis des partenaires traditionnels, l'UE et l'OTAN, en faveur de la coopération chinoise, une plus grande dépendance aux prêts et investissements chinois, ce qui conduit à une dépendance unilatérale, l'adoption de politiques intérieures et judiciaires à la chinoise, entraînant une diminution des libertés individuelles. Un autre accord de coopération qui n'a pas été rendu public et qui, en fait, si je me souviens bien, a également été nié par le gouvernement quant à son existence sous cette forme. Cela pourrait impliquer une coopération sur les caméras de surveillance similaires à celles installées par la Chine. Et une souveraineté économique et politique diminuée causée par une dépendance unilatérale. La situation avec la Serbie est similaire, avec le défi supplémentaire de ne pas pouvoir rejoindre l'Union européenne. Donc, c'est certain, cela devient de plus en plus risqué et cela devient davantage un problème de sécurité pour l'Union européenne. À ce jour, ils n'ont fixé aucune ligne rouge, mais cela pourrait changer à l'avenir. Cela freine un développement économique bien plus important pour le pays. Cela pourrait aussi entraîner une dépendance en ressources et finances envers la Chine, comme pour le Monténégro. Ils ont été forcés de demander de l'aide extérieure sans grand succès, ce qui a finalement entraîné un éloignement de la Chine, après avoir compris les conséquences potentielles. Je pense que d'une part, il y a eu plus de surveillance de la part d'autres partenaires extérieurs du Monténégro, comme les États-Unis ou l'Union européenne.
La surveillance de l'économie du pays a augmenté car nous dépendons de l'Union européenne, surtout comme État candidat. Je suis d'accord pour dire que le gouvernement, ces derniers temps, aborde effectivement les questions liées à la Chine avec plus de prudence. Car vous savez, lorsqu'on s'engage dans ce type de projet aux implications financières, on préfère éviter un nouveau prêt d'1 milliard de dollars. Peut-être que le processus avec la Serbie et la Hongrie sera similaire. Une proximité et une amitié croissante, jusqu'à ce que la Chine veuille réclamer un retour d'ascenseur pour ses faveurs, et qu'il ne puisse pas payer, que ce soit financièrement, politiquement ou même militairement, ce qui forcerait une rupture de la relation. Ainsi, nous pouvons comprendre comment la Chine étend son influence en Europe, comment la Hongrie est devenue en quelque sorte un cheval de Troie au sein de l'UE, et comment l'influence en Serbie permet à la Chine d'étendre sa portée sur tout le continent. Qu'en pensez-vous? L'influence chinoise en Europe est-elle vraiment un danger aussi sérieux que présenté? Dites-le moi en commentaire. Un grand merci à Julius, Tibor, Marco et Eric du European Correspondent. Grâce à leurs contacts, leur expertise locale et leur aide, cette vidéo est bien meilleure que si je l'avais faite seule. Nous collaborerons plus souvent à l'avenir. Encore une fois, je vous recommande vivement de vous abonner à leur newsletter sur le European Correspondent, afin de rester informé de tout ce qui se passe en Europe grâce aux témoignages de personnes qui vivent dans chaque pays. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois pour encore plus de culture générale.